Debout devant les lourdes portes en chêne de l'église de Nashville, je serrai mon bouquet jusqu'à ce que les épines transpercent mes gants de dentelle. Mon nom est Valérie Moreau. J'ai 24 ans, je travaille comme gestionnaire de risques financiers et je viens de payer des milliers de dollars pour faire venir mes parents par avion pour le jour le plus important de ma vie. L'heure de la cérémonie était déjà passée de près d'une demi-heure tandis que les 2 premiers rangs, réservés spécifiquement à la famille de la mariée, restaient complètement vides. Des chuchotements confus des invités assis résonnaient bruyamment dans la chapelle silencieuse pendant que j'essayais désespérément de savoir si un terrible accident avait retardé leur coûteuse arrivée. Puis mon téléphone a vibré dans ma pochette de mariée pour délivrer un message qui a instantanément détruit toute dernière parcelle d'espoir. J'ai ouvert l'écran pour trouver un SMS prouvant qu'ils étaient en parfaite sécurité mais qu'ils avaient simplement choisi d'être tout à fait ailleurs. Le message disait « Nous sommes à l'anniversaire de notre petite fille. Désolé, ma chérie. » Ils célébraient apparemment une fête décontractée située à exactement 20 minutes de l'hôtel où je les attendais actuellement. Une prise de conscience glaciale a envahi tout mon corps à ce moment-là, alors que je comprenais enfin la vérité brutale sur mon véritable rôle dans leur vie. Pendant des années, j'ai tranquillement cru que j'étais une fille chérie alors qu'en réalité, je n'existais que comme un guichet automatique sans cervelle conçu pour financer leur style de vie confortable. Ils ne remarquaient ma valeur que lorsque je payais activement leurs factures d'hypothèque ou que je réservais leur vol de luxe. Avant que je vous dise exactement comment j'ai gelé de façon permanente leur accès à mes comptes bancaires, provoquant l'effondrement de leur stabilité financière du jour au lendemain, dites-moi d'où vous regardez en ce moment. Je suis sincèrement curieuse de voir jusqu'où cette histoire de limites financières ultimes voyagera aujourd'hui. Exactement 1 heure après la fin de la cérémonie angoissante, j'étais assise, complètement immobile, dans le silence étouffant de la loge privée de la mariée. Ma meilleure amie, Sarah, m'a soigneusement aidé à défaire les couches complexes de ma robe de mariée incroyablement lourde tout en maintenant une quiétude très respectueuse tout au long du processus fastidieux. Elle comprenait l'ampleur absolue de l'humiliation publique que je venais de subir en me tenant seul à l'avant, face à une foule immense de participants qui chuchotaient. Elle a méticuleusement rangé les épingles à cheveux égarés ainsi que les bijoux de mariée coûteux éparpillés sur le large miroir de la coiffeuse avant de se diriger vers la porte pour me donner un peu d'intimité bien nécessaire. Sarah s'est arrêtée brièvement sur le seuil avec une expression profondément sympathique pour murmurer doucement « Envoie-moi un message si tu as besoin de moi. Je ne vais nulle part. » Elle a fermé solidement la porte en bois massif derrière elle, me laissant complètement seul avec mes pensées qui fusaient jusqu'à ce qu'une autre série de pas familiers s'approche lentement de la pièce calme. Mon mari, Cédric, est entré dans la loge, vêtu de son smoking élégant mais arborant une expression de profonde gravité qui m'a instantanément averti d'une nouvelle catastrophe récemment découverte. Il ne m'a pas immédiatement forcé à regarder l'écran lumineux du smartphone fermement agrippé dans sa main droite, mais il est simplement resté silencieusement à mes côtés. Sa présence physique stable en disait long sur la trahison numérique qu'il venait de découvrir en essayant de gérer les invités du mariage déconcertés qui flânaient à l'extérieur de la chapelle principale. Cédric a posé doucement son appareil mobile sur le bord lisse du comptoir de maquillage et a déclaré tranquillement « J'ai trouvé quelque chose que tu dois voir ». Il m'a délibérément laissé le temps nécessaire pour traiter la situation et découvrir la douloureuse vérité à mon propre rythme, sans me pousser à une dépression émotionnelle immédiate. J'ai pris une longue et profonde inspiration avant de déverrouiller mon téléphone personnel pour ouvrir mon fil d'actualité sur les réseaux sociaux, où l'algorithme a immédiatement présenté la source directe de son inquiétude. Une photographie fraîchement mise en ligne appartenant à ma sœur, Chloé, la montrait souriant vivement à côté de ma nièce, Estelle, dans un jardin de banlieue brillamment décoré avec un immense toboggan gonflable. Elle coupait joyeusement un gâteau d'anniversaire à 2 étages coûteux, entouré d'une grande foule de parents éloignés en liesse qui avaient complètement ignoré mes invitations de mariage formel. Mes parents étaient positionnés bien en vue au centre même du cadre numérique, semblant absolument ravis de célébrer à cet endroit décontracté spécifique. Les chapeaux de fête colorés se moquaient directement des bancs d'église de luxe vides où ils étaient censés être assis, à seulement 20 minutes de route sur l'autoroute locale. Voir leurs visages joyeux capturés à côté d'une balise de localisation prouvant leur proximité confirmait définitivement qu'ils avaient activement choisi un événement annuel de routine plutôt que l'étape majeure de ma vie. En faisant défiler plus bas le fil d'actualité, j'ai découvert un commentaire public élogieux écrit par ma mère qui a brisé de façon permanente toutes les illusions restantes de loyauté familiale que je nourrissais encore. Elle louait ouvertement la belle atmosphère de la fête tout en déclarant explicitement qu'être présente pour Estelle le jour de sa fête était une priorité absolue qu'il ne pouvait tout simplement jamais manquer.
Lire cette déclaration publique de favoritisme flagrant a instantanément éteint la lourde culpabilité que j'avais toujours portée concernant mes obligations financières sans fin envers l'entretien coûteux de leur foyer. Ils ont utilisé les billets d'avion aller-retour et les voitures de location de luxe que j'avais entièrement financées pour mon mariage juste pour assister confortablement à la fête d'anniversaire d'un enfant à la place. J'ai attrapé une lingette démaquillante épaisse pour frotter complètement le mascara qui coulait sur mon visage avant de me tourner pour regarder directement dans les yeux solidaires de Cédric avec une clarté nouvelle. Sans verser une autre larme inutile, je lui ai fermement ordonné de consulter notre itinéraire de vol car nous allions annuler de façon permanente notre départ coûteux en lune de miel prévu pour ce soir. Nous devions rester ici même à Nashville pour exécuter immédiatement un plan de restructuration financière complet qui mettrait fin de façon permanente à leur accès illimité à ma fortune durement gagnée. À 23 heures ce soir-là, nous étions assis devant un écran d'ordinateur lumineux au lieu de profiter de notre lune de miel prévue dans un complexe hôtelier de luxe. En regardant directement le portail bancaire, j'ai expliqué tranquillement à Cédric que ce changement soudain n'était absolument pas une réaction émotionnelle impulsive mais uniquement du désastre du mariage d'aujourd'hui. J'avais continuellement porté les lourdes responsabilités financières de toute ma famille élargie sans jamais exiger en retour la moindre gratitude ou reconnaissance de base de leur part. Ma volonté de fournir un filet de sécurité confortable s'était progressivement transformée en une obligation tacite où mes limites personnelles étaient constamment bafouées au quotidien. Brisant le silence tendu qui remplissait la pièce faiblement éclairée, j'ai regardé les registres numériques en parlant à voix haute. Ce n'était pas nouveau. Cela se préparait depuis des années. Je me suis connecté en toute sécurité à mon système de gestion bancaire personnel pour examiner méticuleusement l'historique détaillé des transactions couvrant les 48 derniers mois de ma carrière professionnelle. Nous devions organiser les énormes virements financiers sortant en 3 catégories distinctes pour comprendre pleinement l'ampleur massive de leur manipulation financière continue. La toute première catégorie comprenait les paiements hypothécaires mensuels substantiels qui maintenaient mes parents confortablement installés dans leur spacieuse propriété de banlieue. Ils avaient précédemment prétendu que leur revenu de retraite était complètement insuffisant pour couvrir les frais de logement tout en refusant secrètement de réduire leur style de vie quotidien extravagant. Mes relevés bancaires montraient clairement les virements automatiques quittant mon compte courant le premier jour de chaque mois pour s'assurer qu'ils ne seraient jamais confrontés à une saisie bancaire. Voir ces chiffres exacts alignés séquentiellement illustrait parfaitement comment ma fortune durement gagnée subventionnait tranquillement un niveau de vie luxueux qu'ils ne pourraient jamais réellement se permettre. Nous avons ensuite délibérément porté notre attention sur la deuxième catégorie majeure, détaillant les factures exorbitantes de frais de scolarité pour l'éducation privée appartenant exclusivement à Estelle. Chloé utilisait constamment l'excuse commode de graves difficultés financières temporaires pour me manipuler avec succès afin que je place ces lourdes dépenses éducatives sur mon système de paiement automatique personnel. Elle avait explicitement promis que ces arrangements n'étaient que des mesures strictement temporaires pour l'aider à se rétablir, mais les registres bancaires prouvaient qu'elle n'avait pas contribué un seul dollar à l'éducation de son propre enfant depuis près de 2 ans. Voir les retraits de frais de scolarité répétitifs empilés juste à côté des images numériques de sa somptueuse fête dans le jardin a vraiment mis en évidence la profondeur profonde de son exploitation financière. Il est devenu douloureusement évident qu'elle possédait beaucoup de revenus disponibles pour des événements sociaux extravagants tout en s'attendant pleinement à ce que je finance sans poser de questions ses devoirs parentaux fondamentaux. La troisième catégorie tournait entièrement autour des nombreuses dépenses médicales d'urgence que mes parents demandaient fréquemment chaque fois que leur carte de crédit atteignait la limite maximale. La comparaison de ces dates de retrait médical spécifiques avec leurs publications antérieures sur les réseaux sociaux a révélé un schéma vraiment écœurant de tromperie financière délibérée s'étendant sur plusieurs années consécutives. L'argent que j'avais transféré pour soi-disant couvrir des médicaments essentiels ou des visites urgentes chez le médecin finançait en réalité leur virée shopping de luxe ainsi que des vacances dans des complexes hôteliers haut de gamme. Ils avaient systématiquement instrumentalisé ma préoccupation sincère pour leur santé physique pour financer secrètement leurs activités de loisirs sans posséder la moindre once de remords sincère. Cédric a soigneusement calculé les colonnes finales sur le tableur numérique tandis que son expression faciale se durcissait face à la preuve mathématique indéniable affichée bien en évidence sur le moniteur. Il a tourné l'écran lumineux vers moi pour révéler un montant total de dommages stupéfiants atteignant des dizaines de milliers de dollars accumulés au cours des dernières années. En regardant directement les données entièrement compilées, Cédric a calmement confirmé nos prochaines étapes nécessaires en déclarant « J'ai fini de catégoriser les groupes de dépenses, et ce montant total est plus que suffisant pour que nous engagions une procédure judiciaire demain. » J'ai immédiatement rédigé un courriel très urgent, enjoignant le tableur financier compilé, à envoyer directement à ma société de gestion de patrimoine, demandant une réunion juridique d'urgence à la première heure le lendemain matin. Tôt le lundi matin,
Je suis entré avec confiance dans le bureau juridique de luxe situé au dernier étage du centre-ville de Nashville pour commencer l'extraction chirurgicale de ma fortune. Mon avocat, Laurent, avait déjà disposé une épaisse pile de documents juridiques organisés soigneusement sur son bureau poli en attendant mon arrivée ponctuelle. Il a expliqué méthodiquement chaque étape nécessaire pour rompre officiellement tous mes liens financiers sans laisser de failles juridiques potentielles que ma famille pourrait exploiter plus tard. L'ensemble du processus de restructuration devait être exécuté sans faille pour empêcher complètement Chloé ou mes parents d'annuler les gels de comptes soudains par leur tactique de manipulation habituelle. J'ai fermement saisi le lourd stylo en métal pour signer de manière décisive les formulaires d'autorisation principaux, désactivant de façon permanente les cartes de crédit supplémentaires qui se trouvaient actuellement dans les portefeuilles de mes parents. Ces cartes en plastique spécifiques avaient financé d'innombrables achats de luxe au cours des dernières années sans qu'un seul dollar ne provienne jamais de leur propre compte bancaire épuisé. Voir ma signature valider l'annulation immédiate de ces lignes de crédit m'a donné l'impression de rompre physiquement les chaînes invisibles qui me retenaient captif de leurs demandes financières sans fin. J'ai systématiquement révoqué leur privilège d'utilisateur autorisé sur tous mes comptes de détail, neutralisant efficacement leur capacité à financer leur style de vie confortable en utilisant mon historique de crédit établi. Laurent a ensuite contacté directement les directeurs de banques régionaux par une ligne privée sécurisée pour annuler immédiatement le virement hypothécaire mensuel automatique que j'avais mis en place plusieurs années auparavant. Il a fourni mon autorisation verbale explicite à l'institution financière, garantissant qu'absolument aucun paiement futur ne serait jamais distribué pour leur propriété de banlieue sans mon consentement physique direct. Le représentant principal de la banque a confirmé la résiliation immédiate des virements récurrents, forçant ainsi mes parents à assumer enfin l'entière responsabilité de leurs propres frais de logement coûteux à partir d'aujourd'hui. Cela a apporté un profond sentiment de clôture de savoir que le vaste toit au-dessus de leur tête ne serait plus subventionné en silence par la fille loyale qu'ils avaient choisi d'abandonner. Passant à la documentation fédérale complexe, Laurent a méticuleusement préparé les documents juridiques officiels requis par l'administration fiscale pour éliminer complètement mon statut reconnu de garant financier. Il a soigneusement examiné les codes fiscaux stricts pour s'assurer que le retrait soudain du soutien monétaire était strictement conforme à toutes les réglementations fédérales concernant les déclarations de personnes à charge invalide. Laurent m'a remis le formulaire de déclaration fiscale fédérale finalisé en déclarant professionnellement, le dépôt de cette documentation auprès de l'administration fiscale supprimera légalement votre statut de garant financier. Ce qui signifie qu'ils devront payer leurs propres impôts sur les fonds qu'ils ont précédemment reçus. J'ai soigneusement examiné les paragraphes juridiques denses détaillant la séparation financière stricte avant d'apposer en douceur ma signature au bas du document fédéral pour finaliser la transition drastique. Nous avons ensuite procédé à l'annulation immédiate de leur police d'assurance maladie haut de gamme, retirant ainsi leur nom des régimes de couverture complète que j'avais entièrement financés depuis le début de ma carrière professionnelle. J'ai observé mes propres réactions physiques à ces décisions graves et bouleversantes, m'attendant pleinement à ce qu'une vague massive de culpabilité énorme ou d'anxiété intense submerge soudainement mes sens aiguisés. En regardant les documents parfaitement lisibles et complétés reposant sur la table en verre, je lui ai tranquillement avoué, ma main n'a pas tremblé. C'est ça qui m'a effrayé plus que tout. L'accomplissement de ces dernières procédures de gel a définitivement solidifié ma transition absolue de victime exploitée à femme indépendante, reprenant pleinement le contrôle total de son propre avenir. J'ai soigneusement rangé les copies de protection de mes documents juridiques signés dans ma mallette en cuir, sachant que les conséquences financières dévastatrices atteindraient inévitablement leur quartier de banlieue très bientôt. En entrant dans l'ascenseur descendant du bureau, j'ai senti un poids incroyable se lever de façon permanente de mes épaules fatiguées alors que la réalité indéniable de ma nouvelle liberté financière s'installait enfin dans mon esprit. Le mardi après-midi, le système bancaire a commencé à envoyer continuellement des notifications de transactions échouées directement sur mon appareil mobile. La toute première conséquence tangible s'est matérialisée lorsque mes parents ont tenté avec confiance d'acheter un caddie débordant de produits d'épicerie de luxe dans leur supermarché local. La caissière stricte a refusé bruyamment leur carte de crédit supplémentaire devant une foule immense de clients impatients attendant sans répit dans la file de caisse bondée. Ils ont frénétiquement essayé de passer la carte en plastique désactivée à plusieurs reprises avant d'accepter enfin la réalité brutale que leur privilège d'achat illimité était révoqué de façon permanente. Subir cette humiliation publique soudaine les a forcés à abandonner embarrassément leurs articles coûteux et à quitter le magasin bondé complètement les mains vides, se sentant totalement vaincus. Peu de temps après cet incident humiliant à l'épicerie, un message vocal incroyablement paniqué est arrivé de la part de papa, demandant une assistance technique immédiate concernant son moyen de paiement soudainement rejeté.
Sa voix semblait incroyablement stressée à travers le haut-parleur du téléphone alors qu'il déclarait d'urgence « Ma carte a été refusée au supermarché. S'il te plaît, vérifie le système bancaire tout de suite. » Plusieurs heures plus tard, une deuxième crise financière grave a éclaté lorsque Chloé a emmené Estelle à sa clinique dentaire pédiatrique coûteuse pour un rendez-vous de nettoyage de routine. La réceptionniste à l'accueil leur a fermement bloqué l'entrée de la salle d'examen médical en exigeant un paiement substantiel en espèces à l'avance avant de procéder au traitement prévu. Le personnel de la clinique leur a clairement fait savoir que leur couverture d'assurance maladie haut de gamme avait été complètement résiliée, avec effet immédiat, les laissant entièrement responsables de la lourde facture. Ce refus médical inattendu a provoqué une réponse numérique furieusement agressive de la part de Chloé, qui a immédiatement blâmé mes actions pour son désagrément public soudain et insupportable. Son message texte très exigeant a brillamment illuminé l'écran verrouillé de mon mobile, disant « Qu'est-ce que tu fous avec l'assurance d'Estelle ? Remets-la tout de suite avant que j'en fasse toute une histoire. » Presque simultanément, les réseaux de paiement automatisés gérant les diverses factures de services publics pour la vaste maison de banlieue de mes parents ont systématiquement renvoyé plusieurs messages d'erreurs critiques. Leur compte de service d'électricité et d'eau manquait cruellement des fonds liquides disponibles nécessaires pour traiter avec succès les prélèvements de facturation mensuels nécessaires. Ils ont rapidement réalisé que mon compte courant fiable n'agissait plus comme un filet de sécurité invisible pour résoudre automatiquement leur pénurie financière constante. Recevoir ces avis de retard urgents des compagnies de services publics a effectivement brisé leur illusion confortable de sécurité financière sans fin. Le volume de leurs communications numériques entrantes a rapidement augmenté d'heure en heure, passant sans transition d'une légère confusion à une rage absolue et débridée. Ils ont continuellement bombardé mon numéro de téléphone personnel d'appels incessants, mais j'ai délibérément laissé chaque tentative désespérée être redirigée directement vers ma boîte vocale débordante. Leur frustration intense s'est multipliée de façon exponentielle chaque fois qu'ils tombaient sur l'enregistrement automatique au lieu de recevoir les excuses soumises qu'ils s'attendaient pleinement à ce que je livre instantanément. Le sommet absolu de leur effondrement collectif s'est produit lorsque Chloé a commencé à envoyer des messages textes très explicites, menaçant de détruire malicieusement ma réputation personnelle au sein de notre cercle familial élargi. Elle m'a agressivement interdit de couper égoïstement la bouée de sauvetage financière principale soutenant son style de vie choisi tout en ignorant hypocritement ses propres responsabilités parentales fondamentales envers son enfant. J'ai complètement refusé de m'engager dans leurs provocations toxiques en retenant de façon permanente toute forme de réponse verbale ou écrite à leurs demandes familiales de plus en plus hostiles. Je suis simplement resté assise dans mon appartement calme, prenant soigneusement des captures d'écran numérique haute résolution de chaque message texte abusif qui clignotait continuellement sur l'écran lumineux de mon appareil. J'ai méthodiquement archivé tout leur historique de communication chaotique dans un dossier de stockage en nuage hautement sécurisé pour servir de preuve juridique irréfutable protégeant ma nouvelle paix. Documenter leur nature manipulatrice était incroyablement valorisant car cela fournissait une preuve concrète justifiant ma difficile décision de rompre enfin pour toujours ces liens familiaux parasitaires. Le mercredi soir, une série de coups brutaux et agressifs a violemment résonné dans le couloir silencieux juste devant notre appartement privé. Mes parents et Chloé avaient physiquement traversé la ville pour bloquer notre entrée de manière menaçante tout en exigeant agressivement un accès immédiat à l'intérieur pour questionner agressivement les comptes gelés. Ils se tenaient épaule contre épaule dans le couloir étroit, projetant une attitude incroyablement hostile née purement de leur perte soudaine de privilèges financiers non mérités. À la seconde même où j'ai courageusement tourné le pêne dormant pour entrouvrir légèrement la porte en bois, ils se sont immédiatement lancés dans un assaut verbal très coordonné rempli de chantage affectif manipulateur. Ils ont continuellement instrumentalisé la moralité familiale traditionnelle pour me mettre une forte pression afin que je rétablisse immédiatement les avantages financiers luxueux qu'ils consommaient auparavant sans jamais montrer la moindre once de gratitude. J'ai complètement refusé de me lancer dans une dispute à grands cris ou de jeter des objets de façon dramatique dans le salon comme ils le voulaient secrètement. Au lieu de laisser mes émotions brutes dicter mes réactions, je suis resté parfaitement calme tout en récupérant calmement le dossier d'audit épais compilé par mon équipe juridique. J'ai avancé fermement sur le seuil de la porte pour présenter les relevés bancaires complets détaillant leur exploitation financière étendue au cours des 4 dernières années. J'ai tenu le dossier devant leur visage en déclarant froidement « Vous voulez des réponses ? Les voilà ». Cette épaisse pile de papiers bancaires officiels a effectivement réduit au silence leur diatribe hypocrite en fournissant une preuve mathématique indéniable, détruisant leurs illusions soigneusement construites d'indépendance financière. J'ai méthodiquement exposé comment mes comptes bancaires vidés avaient tranquillement nourri leur style de vie somptueux pendant qu'ils ignoraient délibérément mes besoins émotionnels.
Ils s'attendaient pleinement à ce que je finance aveuglément leurs hypothèques de banlieue coûteuses et leurs soins pédiatriques de luxe tout en ignorant complètement ma dignité humaine de base. J'ai spécifiquement souligné comment ils avaient joyeusement utilisé mon argent pour financer leur vie confortable mais m'avaient nonchalamment rejeté le jour le plus important de toute mon existence. Ma voix n'a jamais faibli ni craqué alors que je regardais directement ma mère pour lui livrer la vérité ultime qu'elle voulait désespérément éviter d'entendre. Parlant avec une clarté absolue et glaciale, j'ai regardé mes parents pour leur dire « Vous n'avez pas manqué mon mariage, vous avez activement choisi de le manquer ». Mes parents sont instantanément devenus complètement pâles en voyant ces chiffres surlignés validant leur cupidité énorme imprimée clairement sur les documents bancaires officiels. Ils ont finalement réalisé que leur tactique de manipulation toxique était définitivement inutile contre des faits financiers documentés exposant complètement leur modèle de toute une vie d'exploitation égoïste. Chloé a immédiatement commencé à balbutier nerveusement des excuses pathétiques concernant ses graves difficultés économiques tout en tentant désespérément de justifier ses demandes continues de financement gratuit pour la garde d'enfants. Ces tentatives frénétiques de réécrire l'histoire ont été brusquement interrompues lorsque Cédric est sorti fermement du couloir de l'appartement pour se tenir protecteur à mes côtés. Il projetait une présence très intimidante en regardant les invités non désirés qui polluaient actuellement notre couloir résidentiel privé avec leurs sentiments de droit toxiques. Cédric a parlé d'une voix incroyablement sévère, exigeant « Partez tout de suite, ou j'appellerai la sécurité de l'immeuble pour gérer ce harcèlement ». Cette menace légale inébranlable de mon mari a instantanément drainé toute l'énergie agressive restante qu'ils avaient apportée avec eux à notre porte. Ils sont restés figés dans le couloir, complètement incapables de comprendre la finalité absolue de la situation à laquelle leur réalité financière brisée était maintenant confrontée. Chloé a saisi fermement son sac à main de luxe coûteux pendant que mes parents reculaient nerveusement vers les ascenseurs brillamment éclairés sans prononcer un seul mot de protestation de plus. Je n'ai pas attendu qu'ils se retirent complètement avant de claquer officiellement la lourde porte en bois pour mettre fin de façon permanente à leur manipulation de toute une vie. Le claquement incroyablement fort du pêne dormant se verrouillant solidement en place a signalé la fin absolue de mon rôle de machine bancaire personnelle. 6 semaines plus tard, un avis de saisie immobilière copié de l'institution bancaire centrale est apparu de manière inattendue dans ma boîte de réception de courriel secondaire. La documentation financière jointe confirmait que mes parents ne possédaient absolument aucune méthode viable pour sauver leur situation économique qui se détériorait rapidement aujourd'hui. Leur cote de crédit combinée avait chuté de façon vertigineuse après plusieurs semaines consécutives d'accumulation de frais de découvert massifs ainsi que de relevés de cartes de crédit complètement ignorés. Cette cote de crédit désastreuse signifiait que les institutions financières traditionnelles révoquaient complètement leurs privilèges d'emprunt, éliminant ainsi toute possibilité d'obtenir des prêts personnels d'urgence pour couvrir les dépenses quotidiennes. La Grande Banque nationale a officiellement entamé les procédures légales strictes requises pour reprendre possession de leur vaste propriété de banlieue après 2 mois consécutifs d'obligations hypothécaires impayées. Ils vivaient enfin la réalité terrifiante de l'insécurité du logement parce qu'ils avaient obstinément refusé de se préparer financièrement pour les urgences futures pendant les années où je subventionnais leur vie. Les conséquences misérables se sont continuellement étendues au-delà de mes parents lorsque le malheur a frappé agressivement Chloé en plein milieu d'une nuit glaciale. Une équipe de récupération de véhicules commerciaux est arrivée discrètement à son complexe d'appartements pour confisquer légalement son véhicule utilitaire sport de luxe en raison de mensualités de financement gravement en retard. Se réveiller pour découvrir une place de parking vide a complètement détruit son image publique soigneusement entretenue de posséder un style de vie indépendant très réussi sans mon aide. La pression écrasante des mécanismes de survie immédiat a instantanément déclenché une série de disputes incroyablement vicieuses, déchirant complètement leur dynamique familiale supposément unie de l'intérieur. Chloé a furieusement blâmé mes parents d'avoir égoïstement échoué à fournir un filet de sécurité financier fiable, tout en ignorant complètement ses propres habitudes de dépenses désastreuses au cours de la dernière décennie. Mes parents ont immédiatement riposté en ordonnant agressivement à Chloé de trouver enfin un deuxième emploi pour gérer de manière indépendante ses dettes personnelles croissantes sans leur implication. Le désespoir les a finalement forcés à contacter de manière humiliante les parents éloignés qu'ils utilisaient auparavant comme public captif pour leur vantardise arrogante sur les réseaux sociaux. Ils ont systématiquement supplié des cousins éloignés pour un soulagement monétaire temporaire, tout en offrant des histoires complètement fabriquées concernant des urgences médicales soudaines pour justifier leur pauvreté nouvellement découverte. Ses parents ont rapidement comparé ces demandes financières désespérées aux photos extravagantes de la fête d'anniversaire publiée le mois dernier avant de livrer des rejets brutalement dédaigneux. Voir son fragile système de soutien s'évaporer complètement a incité Chloé à publier une plainte très émotive, diffusant publiquement sa victimisation perçue sur ses réseaux numériques restants.
Elle a tapé agressivement un commentaire en ligne amer demandant pourquoi absolument personne dans cette famille n'était prêt à aider alors qu'elle et sa fille étaient sur le point de perdre leur seul moyen de transport pour aller au travail. Le silence numérique qui a suivi son plaidoyer public dramatique est resté absolument assourdissant alors que la communauté reconnaissait clairement le sentiment de droit toxique qui émanait de ces paroles très exigeantes. J'ai assisté en silence à toute leur chute spectaculaire à travers les captures d'écran transmises par des connaissances mutuelles qui ont reconnu la justice poétique absolue qui se déroulait rapidement sous leurs yeux. Regarder la preuve numérique de leur réalité en ruine a définitivement confirmé ma sécurité absolue face à leur tactique de manipulation émotionnelle de toute une vie conçue pour drainer mes ressources monétaires personnelles. Il n'y avait absolument aucun désir persistant dans mon cœur d'organiser une célébration mesquine concernant leurs expulsions imminentes ou leurs défauts de crédit massif qui détruisaient actuellement leur vie confortable. Prendre plaisir à leur profonde souffrance m'aurait logiquement obligé à rester émotionnellement investi dans leur existence très toxique, que j'avais officiellement abandonnée plusieurs semaines auparavant. Maintenir une frontière défensive ininterrompue m'a obligé à embrasser une apathie totale concernant leur destruction auto-infligée au lieu de laisser la colère résiduelle dicter mon état émotionnel quotidien. En examinant les derniers avertissements légaux transmis à mon autre adresse de courriel, j'ai reconnu la vérité paisible, je n'ai pas célébré, mais je ne me suis pas senti coupable non plus. 5 mois plus tard, les vents d'hiver glacial ont commencé à hurler à travers les rues complètement inconnues entourant le tout nouveau quartier résidentiel où nous avions récemment déménagé. Les filtres anti-pourriel automatisés gardant méticuleusement mon système de messagerie principal ont intercepté de manière inattendue un message numérique massif provenant directement de l'adresse numérique reconnue de mes parents. L'analyse du texte d'aperçu détaillé a révélé qu'ils ne se contentaient plus de mendier des dépôts financiers immédiats, mais qu'ils plaidaient désespérément pour une réconciliation émotionnelle afin de reconstruire notre relation complètement brisée. Ils ont utilisé un vocabulaire très manipulateur délibérément conçu pour déclencher mes obligations filiales profondément enracinées tout en évitant complètement toute véritable responsabilité concernant leur absence catastrophique au mariage. Au lieu de ressentir une vague familière de culpabilité angoissante ou de curiosité morbide, j'ai survolé de manière décisive l'icône de la corbeille lumineuse avec ma souris d'ordinateur sans le moindre moment d'hésitation. J'ai appuyé sur le bouton de suppression permanente pour effacer complètement leurs mots manipulateurs du serveur numérique tout en me murmurant doucement que je ne l'avais même pas ouvert 2 fois. En m'éloignant du moniteur d'ordinateur illuminé, j'ai rejoint Cédric sur le canapé incroyablement confortable du salon pour savourer paisiblement une tasse fumante de café fraîchement moulu du matin. Nous étions assis l'un près de l'autre, observant la belle neige qui tombait à travers les grandes baies vitrées tout en embrassant pleinement la tranquillité profonde et absolue qui remplissait notre nouvel appartement magnifiquement décoré. Il n'y avait absolument aucune trace persistante de manipulation familiale toxique cachée entre ces murs protecteurs parce que j'avais réussi à éradiquer toutes les avenues qu'ils utilisaient auparavant pour leur exploitation financière. Survivre à cette trahison dévastatrice le jour de mon mariage m'a finalement forcé à reprendre agressivement ma propre autonomie personnelle en affamant de façon permanente les relations parasitaires qui drainaient mon énergie mentale. J'ai finalement découvert que la véritable paix intérieure repose fortement sur votre volonté inébranlable de verrouiller avec confiance les lourdes portes contre quiconque tente d'instrumentaliser votre compassion familiale naturelle. Construire une existence vraiment saine nécessite de s'entourer intentionnellement de partenaires authentiques qui célèbrent activement les étapes monumentales de votre vie au lieu de simplement tolérer votre présence pour des gains financiers personnels. En regardant la douce tempête hivernale recouvrir les rues animées de la ville, je me suis promis silencieusement de ne plus jamais sacrifier mon propre bonheur pour subventionner leurs difficultés fabriquées. Chaque script produit par Revenge Mode est strictement conçu pour le divertissement éducatif concernant l'établissement de limites personnelles saines. Cette histoire spécifique met en évidence l'importance vitale d'utiliser des cadres juridiques logiques pour naviguer avec succès dans les crises familiales graves au lieu de céder à la manipulation émotionnelle. Notre protagoniste féminine a fait preuve d'une force mentale incroyable en exécutant une séparation financière complètement définitive pour protéger de façon permanente son propre avenir indépendant. Les membres de la famille profondément antagonistes ont finalement subi les conséquences inéluctables dans le monde réel résultant entièrement de leurs propres sentiments de droit désastreux ainsi que de leur trahison incroyablement égoïste contre une fille remarquablement loyale. Un regard rétrospectif sur ces mois incroyablement turbulents révèle plusieurs vérités profondément brutales absolument nécessaires pour atteindre une véritable croissance personnelle après avoir subi un grave traumatisme émotionnel. Les relations familiales biologiques n'accordent jamais comme par magie à quiconque une licence illimitée et permanente pour exploiter sans relâche le travail dévoué ou les ressources financières durement gagnées d'une autre personne sans faire face à des répercussions juridiques massives.
Établir une limite financière impénétrable n'est absolument jamais un acte d'égoïsme malveillant mais plutôt le mécanisme de survie humain fondamental requis pour exister en toute sécurité autour d'individus profondément parasitaires. La justification ultime ne nécessite pas d'orchestrer activement leur chute publique spectaculaire mais exige simplement de révoquer avec confiance leurs privilèges non mérités pour poursuivre une vie brillamment indépendante entourée d'un amour sincère. Merci de m'avoir patiemment accompagné à travers les moments incroyablement difficiles qui définissent la conclusion absolue de cette histoire dramatique. Si vos proches ne reconnaissaient votre valeur humaine fondamentale qu'après que l'aide financière a cessé de couler, finiriez-vous par déverrouiller la porte ou garderiez-vous ces limites scellées pour toujours? S'il vous plaît, partagez courageusement vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.